Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue au plateau d'entretien. Une nouvelle émission, un nouvel invité. Il s'agit de Herman Boua, qui est président de la Force d'avenir du Congo moderne, FAC moderne, et un des hauts cadres des alliés de l'UNC de Vital Caméré. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fou. Comment vous allez? Ça va, grâce à Dieu. Bien sûr que le temps est un peu dur avec la Covid-19 et tant d'autres petites souffrances connexes, mais dans l'ensemble, ça va. Force d'avenir du Congo moderne. Pourquoi moderne? Bon, nous disons le parti moderne, Force d'avenir du Congo, parce que nous voulons innover. Nous voulons changer la configuration traditionnelle et habituelle de la terminologie des partis politiques. Oui. Vous savez, d'abord notre passé comme activiste des mouvements citoyens impose en nous une nouvelle vision pour le Congo, une nouvelle façon de voir la politique et aussi de la pratiquer. Alors nous pensons que le parti politique traditionnel ont leurs us et coutumes. Nous venons pour la renaissance, pour le renouveau, avec des techniques modernes, avec une façon nouvelle de faire la politique. C'est pourquoi on s'est dit que nous sommes un parti moderne. Le FAC, c'est un regroupement créé par... un parti politique créé par un groupe de jeunes issus de mouvements citoyens. Exactement, le FAC, c'est un parti politique parce que notre parcours comme activiste du mouvement citoyen avait un but précis. Et quand on a gagné en maturité, nous nous sommes dit que c'était important de pouvoir pousser une nouvelle dynamique politique qui va bien évidemment incarner toutes les valeurs qu'on a portées en étant dans le mouvement citoyen, mais aussi faire des projections pour l'exercice du pouvoir. Or, comme mouvement citoyen, c'était pratiquement impossible d'avoir cette idée-là ou de l'envisager. C'est pourquoi, avec d'autres camarades, nous nous sommes dit il faudrait pousser une dynamique politique. C'est comme ça qu'on a créé le FAC, pour bien évidemment exercer des mandats publics. Exercer des mandats publics, vous avez, comme vous avez dit, vous venez de parler du BI précis. Votre BI, c'était quoi? C'était pas pour le BI de chasser Joseph Kabila parce que le mouvement citoyen de 2015 à 2019, c'était ça leur objectif. Non, les buts des mouvements citoyens, en tout cas en ce qui nous concerne, je ne parle pas au nom de tout le monde, mais en ce qui nous concerne, il est temps, les mouvements où j'étais, comme la Lucha, comme autres, c'est le changement. C'est l'avènement d'un Congo nouveau. Alors, le président Kabila, à l'époque, ne représentait pas les aspirations des peuples congolais. Par rapport à sa façon de faire les choses, par rapport à sa gouvernance. Il y a tant d'éléments qui ont été décriés à l'époque, surtout le respect de la Constitution, parce que les décors étaient plantés, souvenez-vous, pour ne pas avoir des élections dans les délais constitutionnels. C'est comme ça qu'à l'époque, nous nous sommes mobilisés au risque et péril de pouvoir à tout prix faire respecter l'ordre constitutionnel. C'est comme ça qu'on a eu des élections en 2018. Les changements, est-ce que vous pensez qu'après Kabila, il y a changement? Non, après le président Kabila, d'abord, il y a la rupture. Et le changement, c'est un processus cumulatif et continu. Et je crois que le président Tshisekedi est en train d'impulser véritablement ces changements après la rupture qu'il y a eu en 2018, après les élections bien évidemment. Et nous sommes en train de soutenir ces changements-là, ces processus de changement avec tant d'autres acteurs au sein des FAC, mais aussi au sein des RAFA, qui est le rassemblement des forces alliées à l'UNC. Pourquoi le choix de l'UNC? Le choix de Vital Caméré, qui est aujourd'hui considéré comme, entre guillemets, un voleur pour d'autres? Non, d'abord, je sais que c'est votre plateau, mais je ne tolérerai pas que vous qualifiez... Non, je dis entre guillemets pour certains. Bien sûr, même si c'est entre guillemets, mais je ne tolérerai pas que vous qualifiez le président Caméré d'un voleur parce que c'est trop fort d'abord, mais aussi parce que la justice n'a pas prouvé cela. Jusqu'à aujourd'hui, le président Caméré est
est prétendu ou supposé innocent parce qu'il n'est pas encore condamné. Okay, là, ça doit être clair. Alors, par rapport au président Kamere, d'abord, c'est un choix de conviction. Oui. Le président Kamere a un parcours élogieux au sein de la politique congolaise, mais surtout le président Kamere a une valeur très importante qu'on ne retrouve pas dans la plupart des politiciens congolais. C'est l'altruisme, c'est sa façon de se mettre à la place de ceux qui souffrent, mais surtout aussi son amour pour le Congo. Avec tout ce qu'il a fait dans les années 2000, avec les rétablissements et la pacification de la partie Est de la République, il a beaucoup contribué. Raison pour laquelle même certains l'ont qualifié d'être un pacificateur. Oui. D'abord, c'est un choix de conviction par rapport aux valeurs qu'il porte. Oui. Mais aussi, c'est un choix politique. Un choix politique parce que le président Kamere a incarné le changement que nous avons tant demandé depuis 2016 pour les élections. Oui. Il s'est allié avec le président Tshisekedi pour ramener les Congo vers le changement. Et nous croyons en ces changements-là, c'est pourquoi nous les soutenons, pour que réellement ces processus-là de changement aboutissent et que les Congolais vivent mieux. Et troisième raison, je crois que c'est un choix, au-delà du choix des convictions et politiques, c'est aussi un choix idéologique. Oui. Un choix idéologique dans le sens où le président Kamere lui-même l'a dit, il n'a pas l'obsession du pouvoir, mais il a la vocation. Et je crois que quand on vient en politique, on ne vient pas parce qu'on est obsédé à un poste politique, mais nous venons parce que nous pensons qu'il y a une vocation de servir les Congolais. Compte tenu de ces trois critères importants, nous nous sommes dit qu'il faudrait s'allier à l'UNC, au président Kamere, pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, évoluer et aller vers ces changements que les Congolais attendent. Lors de votre échange, dans votre cahier des charges, le FAC, dans le contenu, vous avez parlé de la correction judiciaire, et élection en 2023, et l'opportunité de recentraliser le pouvoir autour des caches. Bon. Tout à fait. Lorsqu'on parle de la correction de la justice, quelle est la position de la correction avec la libération provisoire de Vital Kamerhe? Quelle est la position des FAC? Tout d'abord, je voudrais dire que nous avons toujours dit que les procès du président Kamerhe, c'était un procès qui était émaillé de beaucoup d'erreurs. Oui. Aujourd'hui, aucun Congolais ne peut répondre à la question parce que les procès étaient publics et les juges et les Congolais, lambda et tous ceux qui ont suivi ces procès, personne ne peut dire quand, comment, où et combien le président Kamerhe a détourné. Le ministère public parlait de détournement intellectuel. Non, j'ai suivi le ministre Tony Mwaba, qui est un éminent juriste, dire qu'il n'existe pas une infraction qualifiée de détournement intellectuel. Donc c'est ça l'erreur dont vous demandez la correction. Justement, nous sommes en train d'évoluer. Nous nous sommes dit que ce qui a été au premier degré, au deuxième degré, pour nous, c'était une erreur. Parce qu'en pénal, les faits sont prouvables. Oui. Mais on n'a jamais prouvé combien, comment et où le président Kamerhe avait détourné. C'est pourquoi on s'est dit il y a une erreur dans la décision de justice. En tout cas, en ce qui concerne les premiers et les deuxièmes degrés en appel. Oui. C'est pourquoi nous avons demandé à la justice de pouvoir corriger son erreur, de pouvoir revérifier tous les chefs d'accusation qui ont été portés sans preuve contre le président Kamerhe. Et je crois qu'aujourd'hui, avec sa mise en liberté provisoire, nous sommes convaincus que l'erreur judiciaire est en train d'être corrigée et dans le jour prochain, le président Kamerhe sera acquitté. La recentralisation du pouvoir autour des caches. Deuxième point, c'était de recentraliser les pouvoirs autour des caches. Pourquoi? Parce que il vous souviendra que le cache, oui, c'est la matrice du pouvoir actuel. L'alliance entre l'UNC et alliés et l'UDPS et alliés, encore plus loin, entre le président Kamerhe et le président Tshisekedi. C'est cette coalition qui est la matrice du pouvoir actuel. Avec les événements qui se sont déroulés, en tout cas du moins pour les 2 dernières années, les événements politiques,
il y a eu l'union sacrée. Oui. Mais nous, comme FAC, nous avons constaté que l'union sacrée, les acteurs qui sont dans l'union sacrée, ce ne sont pas des acteurs de cœur, mais plutôt des gens qui sont venus parce que, bien évidemment, il y a un pouvoir à partager. Et je ne veux pas citer les comportements des uns des autres au sein de l'union sacrée, mais le président Kamere a été mis en justice, mais à aucun moment les comportements du président Kamere laissaient entrevoir qu'il va quitter les bateaux, bien au contraire. Mais aujourd'hui, nous voyons les menaces de certains acteurs politiques. Certains même ont quitté définitivement l'union sacrée, prétendument parce qu'il y a certaines règles qui ne sont pas respectées. Là, vous parlez de Katumbi. Je ne veux pas citer les noms de gens ici. Alors, nous nous sommes dit, réellement, il y a un problème. Il y a des malaises par rapport à la confiance des acteurs au sein de l'union sacrée. Il serait important pour nous que le pouvoir soit recentré au niveau de sa matrice, donc au niveau de l'accord cash. L'accord qui a conduit, l'accord qui a fait que le président Tshisekedi soit élu président de la République avec Fachivit à l'époque, vous vous souvenez bien. Donc c'est très important pour nous que la confiance règne d'abord au sein de la coalition pour que nous entrevoyions les événements futurs, au lieu d'être avec des gens qui peuvent à tout moment quitter et vous menacer. Selon vous, l'accord n'est pas tombé caduc, l'accord cash Non, l'accord tomberait caduc à quel moment? Ce n'est pas encore tombé caduc parce que les caches existent. Il y a les groupes parlementaires cash à l'Assemblée nationale. Dans l'accord, c'est Vital Kamerhe qui sera candidat du cash. Nous ne sommes pas encore dans cette actualité-là. Oui. Mais ici, nous évoquons les problèmes de la confiance d'abord entre les acteurs au sein de la coalition. Alors, si on recentre les discussions ou l'épicentre du pouvoir au sein des caches, on va voir la suite. Mais les problèmes de la primature pour le président Kamere, ce n'est pas d'actualité. Donc, je me réserve de tout commentaire. Donc, vous réservez de tout commentaire. Donc, vous soutenez, selon, on peut dire, quelle est votre réaction par rapport à certaines personnes qui disent que la liberté provisoire de Kamere est libre parce que le président Félix Tshisekedi veut repositionner politiquement avec les caches. Vous savez, s'il y a un secteur qui passionne les Congolais, c'est la politique. Nous sommes à 80 millions. Ce n'est pas les repositionnements. Nous sommes à 80 millions d'habitants. Je crois qu'on a 80 millions de politiciens. Tout le monde réfléchit, tout le monde pose des analyses. Chacun est libre de poser ses analyses, mais je crois que le président Kamere est d'abord sorti pour des raisons de santé. Il doit impérativement se faire soigner. Il est père de famille. Il doit retrouver sa famille, passer un peu de temps avec sa famille. Il a un parti politique qui est d'ailleurs en train de très bien évoluer avec le secrétaire général Billy Kambale. Il a ses alliés. Il a un peu les gens qui sont autour de lui. Je crois qu'il a encore le temps pour ces gens-là. Et d'autres questions seront étudiées avec le temps. Ce n'est pas pour les repositionner, hein? Non, je ne crois pas que le moment est là pour parler des repositionnements. Il y a un gouvernement en place qui existe, il y a un président de la République, il y a une Assemblée nationale. Le président Kamere est sorti pour les soins et puis des questions politiques seront peut-être traitées plus tard. Bon, le sortie de la liberté provisoire de Kamere au sein de divise la société civile. On a vu la cage avec Georges Kapiamba qui est contre la sortie de Vital Kamerhe. Non, je crois que d'abord, on ne peut pas priver les Congolais des droits de commentaire. Nous ne sommes plus à l'époque du parti État, la pensée unique. Les Congolais peuvent émettre leur point de vue comme bon les semble. Oui. Maintenant, il faudrait rester objectif et rester droit. Okay? Parce que nous sommes en train de soutenir l'état des droits. J'ai suivi les communiqués de mon aîné président de la CAGE, M. Kapiamba, mais je crois que il ne suis pas juriste, je ne vais pas lui contredire ici directement, parce que déjà il y a eu d'autres éminents juristes qui l'ont contredit, et je crois qu'il n'est pas revenu pour faire un commentaire. Je crois qu'il était dans l'erreur, parce qu'il est scientifique bien sûr, et nul n'est exclu de commettre une erreur de jugement de valeur ou d'appréciation. Je crois que c'était le cas du maître Georges Kapiamba. Il était dans l'erreur et il s'est tué après. Parce qu'il n'y a aucune interdiction
formelle et légale qui existe interdisant à un détenu de pouvoir demander la mise en liberté provisoire. Je vais ici rappeler les dispositifs des alinéas 5 à 8 de l'article 47 de la loi numéro 13/010 de 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Donc, il n'interdit pas à un détenu de pouvoir demander sa mise en liberté provisoire. Et souvenez-vous, le président Kamere en a demandé plus de 10 fois. On l'a rejeté. Mais je crois que cette fois-ci, les éléments présentés, notamment sa santé, je crois qu'a pesé pour que réellement qu'il soit mis en liberté provisoire. Donc ici, il n'est pas question de dire qu'on a privilégié ou pas, parce que l'état de droit, c'est d'abord la légalité, c'est d'abord le respect des textes. Et la loi congolaise n'interdit pas à un détenu d'avoir une liberté provisoire. C'est le cas du président Kamere, et puis il n'y a pas de débat là-dessus. Nous voulons que vous puissiez éclairer l'opinion. Est-ce qu'on peut dire que l'opportunité sur la recentralisation du pouvoir des caches aura pour conséquence, si ça arrivait à être fait, aura pour conséquence Vital Kamerhe comme Premier ministre? J'avais dit tantôt que ce sont les événements du temps. Du temps. Oui. On va voir ce que le temps va donner. Mais la nécessité pour nous, lorsque nous portons les débats sur la centralité du pouvoir au sein du CACH, c'est pour que la confiance soit entre les acteurs qui sont dans la coalition. Parce que nous sommes en train d'aller vers des élections. Or, il n'y a pas un élément important qui peut mettre les alliés autour d'une table que la confiance. Il est très important que la confiance entre les acteurs règne. Et cette confiance a été matérialisée et prouvée qu'au sein du CACH. J'avais dit tantôt ici que malgré les événements qu'a connus le président Kamere en étant embastillé, l'UNC est resté dans le gouvernement et les comportements du président Kamere comme personne, comme individu, n'a pas changé à l'égard du président de la République. Donc c'est là prouve à suffisance que la confiance règne au sein, entre ces deux personnes-là, en termes de traitement humain, mais aussi en termes d'engagement politique. Mais ce que nous voyons au sein de l'Union sacrée, des menaces, des gens qui quittent à tout moment, des gens qui pensent qu'ils ne sont là que pour des intérêts politiciens et directs ponctuels. Nous sommes en train de décrier ces comportements-là. C'est pourquoi on justifie notre prise de position par rapport à la centralité du pouvoir au niveau des CACH pour que réellement la confiance règne chez les acteurs. Ok. Bon, élection 2023. Denis Kadima confirme les élections. Parmi vos préoccupations, vous avez aussi parlé de 2023. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Non, c'est d'abord une très bonne chose que le président de la CENI disent clairement et promettent aux Congolais qu'il y aura des élections 2023. Vous savez, le président Tshisekedi, c'est le président de la norme. Il est au pouvoir pour mettre les Congos sur la norme. Et la norme constitutionnelle veut que nous ayons des élections chaque 5 ans après. Il était hors des questions de voir les fils du Sphinx glisser. Il était hors des questions. Et c'est hors des questions d'ailleurs. La norme avec la violation des droits de l'homme, l'état des droits, la violation de l'état des droits. Il y a eu violation à quel niveau? Conga. Non, j'ai ici dit que l'état des droits, c'est le respect des textes. Si un Congolais qui est incarcéré répond aux critères pour bénéficier d'une liberté provisoire, conformément au texte, il n'y a pas de problème. Mais après, j'ai suivi que la ministre de la Justice avait demandé que la décision soit abrogée, il va tirer toutes les conséquences. Mais ici, je suis en train de répondre à votre question pour dire que les élections 2023 seront bel et bien organisées. Et c'est une très bonne chose que le président de la CENI puisse rassurer les Congolais par rapport à cette question-là. Il peut rassurer les Congolais. Est-ce que votre régime a donné des moyens? Des moyens financiers, bien évidemment, il est président de la CENI. Lorsqu'il fait une sortie médiatique pour dire que réellement on aura des élections en 2023, c'est qu'il y a toutes des garanties. C'est qu'il a les garanties nécessaires et suffisantes qui lui permettent de confirmer qu'il y aura des élections en 2023. Et puis moi, je suis optimiste. Dossier Matata et Bahati Lukwebo. Matata accuse Bahati Lukwebo de comploter contre lui.
lorsqu'on parle de la justice manipulée, selon Matata? Non, vous savez, ça devient nauséabond d'assister aux échanges brutaux entre le président du bureau d'une des chambres et ses collègues députés et sénateurs. On a suivi avant dans la chambre basse, maintenant on est encore en train de suivre ça dans la chambre haute. C'est désolant. Mais moi je crois que, j'avais dit ici, que nous sommes en plein état de droit. Le président Bahati a justifié sa position en demandant au sénateur Matata d'apporter l'élément matériel qui prouve que réellement qu'il y a eu non-lieu. Nous avons tous suivi les débats, comment est-ce que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Mais c'est une décision de la Cour. Maintenant, la Cour devrait en principe notifier les bureaux. Et puis, le sénateur Matata a été... Les immunités ont été levées pour un dossier autre que Bokanga Lonzo. Or, les dossiers à la Cour, c'était pour Bokanga Lonzo. Donc, il devrait en principe apporter le document, comme l'a demandé le président Bahati, honorable, pour qu'il présente un document qui démontre qu'il y a non-lieu dans cette affaire, et puis automatiquement, il va reprendre ses immunités. Je ne sais pas pourquoi il s'agite. Donc, Matata devait attendre que le bureau Bahati, le Kouebo, soit notifié. Justement, parce que les immunités ont été levées par le même principe, par la même règle. Le principe de parallélisme des formes, il faudrait aussi par le même principe et par la même règle qu'il soit rétabli. quelle est la position de FAC par rapport à l'état des sièges, avec l'aide de l'armée ougandaise qui est en train de traquer les ADF, Nalou? Non, moi, nous, comme FAC, nous pensons qu'il n'y a pas meilleure solution que l'état des sièges. Notre état des sièges? Bien évidemment. Il n'y a pas meilleure solution pour rétablir la paix dans la partie orientale de la République que l'état des sièges. Il n'y en a pas. Parce que s'il y en avait, des compatriotes qui critiquent la décision peuvent proposer autre chose. Mais ils sont incapables de proposer autre chose que l'état des sièges. Alors, l'intervention de l'armée ougandaise, nous avons suivi les présidents des deux chambres du Parlement dire que c'est l'initiative de demander que l'armée ougandaise intervienne émanait des deux présidents, des deux bureaux. Donc, cela respecte bien évidemment les principes à la matière et je crois que c'est en train d'être évolué. Maintenant, il faudrait améliorer la communication autour parce qu'on a de plus en plus l'impression que c'est l'armée ougandaise qui communique davantage par rapport à notre gouvernement ou par rapport à notre armée. Il faudrait revoir cette question-là parce que quand même, ils interviennent chez nous et je crois que les leads des opérations et de la communication devraient émaner du gouvernement congolais et non l'inverse. La poursuite des sanctions contre les anciens dignitaires, les proches de Kabila. L'Union européenne veut continuer ces sanctions, 10 de ces anciens dignitaires de Joseph Kabila, contre ces 10 anciens dignitaires de Joseph Kabila. Vous avez combattu Kabila dans le mouvement citoyen. Est-ce que ce n'est pas trop parce que le Kabila n'est plus au pouvoir? Pourquoi continuer ces sanctions? Non, il faut d'abord rappeler que les sanctions sont prises pour décourager un certain comportement d'excès des ailes de la part de certains politiciens ou certains... Et c'est des ailes, mais ils ne sont plus au pouvoir. Je suis en train d'évoluer. Il faut d'abord comprendre que c'est ça la grande motivation. Ok? Et puis en 2019 déjà, le président Tshisekedi avait plaidé à son temps pour que les sanctions soient levées sur nos compatriotes qui étaient victimes de ces sanctions-là. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, c'est la grande raison qui la motive à maintenir les sanctions contre ces personnes-là. Est-ce qu'ils ont abandonné leur comportement? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que les engagements ont été respectés? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, si on a l'impression qu'ils ne sont plus dans les manœuvres du pouvoir, mais est-ce qu'ils ont renoncé à certaines pratiques? Est-ce que les engagements ont été respectés, pouvant leur conduire à ce qu'ils soient levés sur les listes de l'Union européenne? Moi, je crois que si on continue à maintenir les sanctions contre eux, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Les bonnes raisons des gens qui ne travaillent plus, qui sont maintenant dans l'opposition, qui ne travaillent plus. Quand je dis des travails, c'est par rapport aux fonctions politiques. Vous savez, il y a eu plusieurs abus.
de justice, de répression brutale des manifestants. Et des responsables intellectuels ou des responsables moraux de ces actes-là existent. On ne peut pas comprendre que nous sommes dans une phase de rupture, de changement, tout ça, oui, qu'on protège les bourreaux pour la simple et bonne raison parce qu'ils sont dans l'opposition ou parce qu'ils sont dans l'union sacrée, pas du tout. Si à un certain moment de leur carrière, de leur parcours, ils ont été responsables des actes odieux, je crois qu'il y a toute l'explication pour que les sanctions soient maintenues contre eux. Alors que d'aucuns pensent que parce que Kabila avait organisé les élections avec nos propres moyens, quand on dit de propres moyens, le gouvernement congolais, on n'avait pas demandé l'aide. Peut-être les Européens ne sont pas d'accord. Non, ils sont derrière ces manœuvres avec le Congo Hold-up. Ce sont des suppositions. Avec les dossiers. Les faits en disent le contraire. Ce sont des suppositions. Moi, je crois qu'il y a des bonnes raisons qui font que l'Union européenne maintienne les sanctions contre ces personnes-là parce qu'à un moment de leur prise de pouvoir, ils ont été responsables des actes odieux, de meurtres, des crimes contre des civils, contre des manifestants. Alors, tant qu'on n'aura pas justice et réparation sur des actes qu'ils ont commis, il est légitimement normal que les sanctions soient maintenues contre eux. Vous soutenez l'opinion selon laquelle de voir Joseph Kabila devant la justice avec le dossier Chebeya et Bazana? Non, moi je crois qu'il est important de comprendre que chaque nation a son histoire. Oui. Chaque dirigeant a un parcours, surtout quand on a assumé des fonctions les plus importantes de la République à ces niveaux-là. Ok? Comme Congolais, nous sommes très fiers que nous ayons pour la première fois un président, un ancien président de la République. Donc il faut les protéger, même s'il a commis des crimes. Je ne dis pas ça, je dis en tant que Congolais, il est fier pour nous de voir qu'on a un ancien président libre qui vit au Congo, qui a sa famille au Congo, ses enfants, sa femme au Congo, ici. Nous sommes très fiers. Et je crois que cela sert de modèle et d'exemple pour ceux qui viendront après. Oui. Maintenant, s'il y a des dossiers de justice qui impliqueraient d'une certaine manière les sénateurs à vie, moi je crois que la justice va faire son travail, mais il ne faut pas oublier que le sénateur à vie, l'ancien président Kabila, a, comme tout autre ancien président qui viendra après lui, un statut particulier, une loi qui régit sa vie après le pouvoir. Donc, nous sommes dans un état de droit. Il ne faut pas que la clameur publique, les souhaits d'un Congolais lambda priment sur les cadres légaux de la République. Sinon, nous serons dans une République bananière. Aujourd'hui, il y a des lois de la République qui régissent, qui donnent le statut d'un ancien président de la République. Il faut l'observer parce qu'il ne sera pas le seul et l'unique président, ancien président. Il y en aura tant d'autres. Peut-être en 2028, il y en aura autres aussi. Ou en 2023, il y en aura autres. Donc, il faudrait faire attention et ne respecter que les cadres légaux en la matière. Ne pas tomber dans les brouhahas des rumeurs ou des intentions ou de la volonté d'un groupe de personnes, que cela ne devienne pas une loi ou un principe à suivre par rapport à la vie de la République. Sentez-vous à l'aise de travailler avec Joseph Kabila dans les caches et FCC à l'époque? Vous qui êtes un des jeunes mouvements citoyens qui avait répondu à l'époque à plusieurs rendez-vous des manifestations contre son régime. Vous savez, l'accord FCC-CACH de triste mémoire, j'ai été toujours contre. Oui. J'ai été toujours contre que le président Tshisekedi s'allie avec les FCC. Maintenant, il y a des donnes politiques à l'époque qui devraient être rencontrées. Et je crois que le président Tshisekedi a été pragmatique
il a rencontré ces donnes politiques-là. Et puis il a donné le temps pour que réellement les donnes politiques donnent, passez-moi cette tautologie-là, donnent un certain résultat. Mais malheureusement, le constat a été amer et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre maintenant l'ère de l'union sacrée. Donc, je n'étais pas d'accord que nous puissions être en alliance avec les FCC et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, tant mieux. Vous êtes dans le cabinet de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse. Tout à fait. Aujourd'hui, avec les phénomènes bombés, vous gêne. D'abord, vous avez un parti politique qui réunit les jeunes de l'ancien mouvement citoyen et vous travaillez aussi dans un cabinet spécial proche du président pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la jeunesse? Vous savez, Madame la conseillère spéciale... Vous proposez quoi? Madame la conseillère spéciale du chef de l'État ne résigne pas devant les moyens pour que la situation de la jeunesse soit améliorée. Il y a tout un programme qui est mis en place par rapport au phénomène dont vous venez de faire allusion, les phénomènes bombés, pour que les phénomènes soient combattus, d'abord au niveau de la réinsertion sociale de jeunes, au niveau de la réinsertion professionnelle des jeunes, mais surtout au niveau de l'éducation et la prise en charge de la santé mentale. C'est un programme qui sera développé à partir de 2022, dont nous sommes en accord avec certains partenaires nationaux et internationaux pour que nous puissions canaliser les énergies afin que la jeunesse congolaise soit bien évidemment plus outillée, plus enviée. Et vous parlez seulement des Bombay, mais il y a plusieurs programmes que Madame a mis en place, notamment sur les entrepreneurs. Aujourd'hui, tout le monde est fier d'être jeune entrepreneur, mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui a porté cette vision, ces discours-là à l'endroit de la jeunesse. Et c'est bien évidemment Madame Chantal Yelloumolop. Il n'y a pas seulement pour la jeunesse, il y a aussi plusieurs programmes qui sont mis en place pour le genre et les violences faites à la femme, notamment la signature de l'addendum du communiqué conjoint des Nations Unies. Herman Mboa, merci. Merci beaucoup, M. Voupi Philippe. Notre invité, c'est Herman Mboa, qui est membre du bureau politique des alliés de l'UNC, de Vital Kamere, rapporteur et président de Force d'avenir du Congo moderne, FAC. Merci de répondre, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci, chers spectateurs, de nous avoir suivis à travers le monde et sur Perfect Télévision. Au revoir.